Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Hugues de Fréville, le président de New Heat, fournisseur de chaleur renouvelable, leader de la chaleur solaire en France à destination des industriels et des collectivités. Pour notre débat, on partira à Tassin, la demi-lune dans le Rhône, première ville de France à équiper les balcons de potagers composteurs. Réponse à la future obligation de recycler nos déchets organique. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on découvrira l'épargne durable et éthique promise par Goodvest. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence, Hugues de Fréville. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de New Heat, entreprise créée en 2015. Et donc, on va parler de chaleur solaire. C'est quoi ? Tout à fait, bonjour à tous. Eh bien, on va parler de solaire thermique en fait, et non pas de solaire photovoltaïque. Donc l'idée est bien de produire de l'eau chaude avec de l'énergie solaire. Donc on est vraiment sur une technologie différente de la production d'électricité. On va produire de l'eau chaude avec tout simplement une tôle noire face au soleil qui va chauffer, à l'arrière de laquelle on va faire circuler de l'eau dans un serpentin pour produire de l'eau chaude. Donc vraiment, on parle de production d'eau chaude. C'est un usage qui existe depuis longtemps, c'est de l'innovation technologique. Présentez-nous un peu le secteur. Alors, déjà, peut-être pour replacer un petit peu le sujet de la chaleur, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais 50% de l'énergie qu'on consomme, c'est sous forme de chaleur. L'électricité, par exemple, ne correspond qu'à un quart de nos besoins. Et le dernier quart est le transport. Donc la chaleur, c'est le principal sujet, que ce soit pour se chauffer chez soi, ou alors dans les sites industriels pour transformer la matière dans le cadre de process industriels. Donc chez New Heat, ce qu'on réalise, c'est des grandes centrales solaires thermiques. En soi, le principe n'est pas innovant. Ça fait des dizaines, voire des centaines d'années. Déjà, les Romains, à l'époque, se chauffaient avec l'énergie solaire, se chauffaient leur eau pour pouvoir prendre des douches chaudes avec l'énergie solaire. On fait la même chose, mais évidemment dans une taille complètement différente, en faisant des très grandes centrales de plusieurs hectares qui vont pouvoir alimenter soit des sites industriels, soit des réseaux de chaleur urbains, donc c'est-à-dire à l'échelle d'une ville, on va chauffer l'ensemble d'un quartier. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais à quels usages ça peut correspondre? Et puis surtout, quelles énergies peut-elle remplacer cette chaleur solaire? Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour produire de la chaleur en France, on utilise à 80% des énergies fossiles. Par exemple, dans la crise que nous traversons actuellement, le gaz qui est consommé en France l'est principalement pour faire de la chaleur. 80% du gaz que nous importons et brûlons en France, c'est pour faire de la chaleur. Donc clairement, l'objectif de New Heat et l'objectif de manière générale des acteurs de la filière solaire thermique est bien de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et donc de réduire notre facture de gaz. Donc en termes d'usage, il y a effectivement deux principaux usages en termes de chaleur. C'est premièrement, et c'est la moitié de ces besoins de chaleur, c'est chauffer les bâtiments et les logements. Donc chauffer les bâtiments et les logements, on peut avoir soit un chauffage individuel chez soi, soit être connecté, comme je le disais tout à l'heure, à un réseau de chaleur qui va alimenter toute une ville, par exemple. Et donc nous, New Heat, on intervient plutôt à ce niveau-là, mais il y a également des acteurs qui peuvent intervenir au niveau des maisons individuelles pour mettre des panneaux solaires thermiques sur votre maison et venir réduire votre facture de gaz. Donc vos clients sont à la fois des entreprises et des collectivités locales ? Voilà, sont à la fois des collectivités locales qui en fait souvent délèguent la gestion de leur réseau de chaleur à des grandes entreprises, et sinon effectivement les sites industriels. Alors pour parler un peu de l'industrie effectivement dès qu'il y a un concept de transformation de matière, par exemple quand on cuit quelque chose, quand on sèche quelque chose, tout ce qui est autour de nous, le bois, le verre, le plastique, à un moment est chauffé et cuit. Et donc c'est bien cette chaleur de procédé, de process comme on dit, qu'on vient nous utiliser. Pour donner un exemple, depuis maintenant 4 ans, on a une centrale qui fonctionne sur une papeterie et qui vient donc chauffer l'eau qui est nécessaire à la production de papier. Donc là, on est vraiment dans les sites industriels, des très grands sites qui consomment autant qu'une ville individuellement, et pour lequel on va venir réduire leur consommation de gaz. Alors il y a un autre exemple, c'est un site de Lactalis où vous allez ouvrir dans quelques semaines une centrale solaire thermique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Elle est située où? Quelles sont les caractéristiques de cette centrale? Tout à fait. Alors, c'est une centrale qui est située dans le nord-est de la France, donc à côté de la ville de Verdun. Donc, on est on pourrait penser à une région qui est
peu ensoleillée, mais au final, elle est largement suffisamment ensoleillée. Et donc, avec cette grande centrale solaire thermique, qui sera la plus grande d'Europe sur site industriel, qui fera environ 13 mégawatts de puissance crête. Donc, cette centrale solaire thermique va venir chauffer ce qu'on appelle une tour de séchage. En fait, c'est un site qui produit du lait en poudre. Et donc, on a la partie humide qui arrive et qui est séchée par un flux d'air à 150 degrés qui vient produire de la poudre. Et donc nous, avec cette centrale solaire thermique, on vient préchauffer ce flux d'air jusqu'à 90 degrés. Donc on passe de 10 degrés à 90 degrés grâce au solaire thermique. Et ensuite, pour le moment, c'est du gaz qui vient finir jusqu'à 150 degrés. Donc on va pouvoir éviter jusqu'à 30 à 40% des émissions de CO2 de cette tour de séchage grâce à cette centrale solaire thermique qui effectivement vient tout juste d'être mise en service. Alors justement, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais ça amène ma question suivante sur est-ce que c'est une énergie complémentaire? Est-ce qu'il faut forcément quand même un peu d'énergie fossile? Parce que quand on parle de solaire, on se dit toujours énergie intermittente ou pas. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors c'est une très bonne question et là on va pouvoir parler d'un sujet qui est très important en particulier pour le solaire thermique, c'est le sujet du stockage. Dans la chaleur et en particulier dans la chaleur en dessous de 100 degrés, ce qui est les températures sur lesquelles on se focalise chez Nuit, il y a une très bonne manière de stocker la chaleur, c'est sous forme d'eau. Donc là, par exemple, vous le voyez sur ces images-là, on voyait une grande cuve sur la centrale de Narbonne qui permet de stocker 3 à 4 jours de production de la centrale solaire, ce qui nous permet donc de livrer au réseau de chaleur ou au site industriel la nuit et également dans les jours un peu nuageux en période estivale. Par contre, c'est vrai que l'hiver, cette cuve va être vide. Et donc là, il faut aller vers un autre système de stockage de plus grande dimension qu'on appelle stockage saisonnier de chaleur. Et donc Nuit commence à développer des premiers projets de ce type-là, où là il faut imaginer un trou dans le sol de 1 ou 2 hectares, d'une dizaine de mètres de fond, qu'on va remplir d'eau. Donc c'est de l'eau qui sera en circuit fermé, et on va chauffer cette masse d'eau à 80 degrés l'été, et elle va rester chaude pendant 6 mois. Et donc l'hiver va pouvoir chauffer le site industriel. Donc là on parle de stockage de dizaines de gigawattheures d'énergie, donc c'est vraiment quelque chose de très efficace, et tout ça sans lithium, sans matériaux complexes, et voilà. Donc là, la chaleur, c'est, on va dire, une de ses qualités, c'est qu'on peut la stocker sous une forme relativement simple, qui est de l'eau. Donc avec ces systèmes de stockage, on peut aller vers des solutions de 100% de chaleur renouvelable. C'est évidemment un peu plus cher quand on s'approche de 100%, c'est pour ça que pour le moment, nos premiers projets décarbonent à 30-40% avec ces petits stockages, mais pour répondre à votre question, pour aller plus loin et décarboner à 100% les sites industriels, ça peut marcher, ça fonctionne. C'est encore plus innovant et avec des systèmes de stockage plus importants. Est-ce que c'est encore une source d'énergie méconnue, notamment en France? Ah, complètement, c'est absolument méconnu, et surtout son usage justement thermique. C'est vrai que quand on parle de panneaux solaires en France, on pense tout de suite aux panneaux solaires photovoltaïques qui, depuis maintenant une dizaine d'années, se développe beaucoup avec, voilà, quand vous vous promenez en France, vous voyez des champs solaires, que ce soit sur les toits ou même sur le sol. C'est vrai que côté thermique, on connaît ça beaucoup moins, alors que pourtant, par exemple, un panneau solaire thermique est 4 fois plus efficace pour la même surface donnée. Alors évidemment, c'est pour produire de la chaleur, pas d'électricité, donc l'usage n'est pas le même et l'idée n'est pas de comparer, mais il y a vraiment un avantage, et surtout que, également, autre point fort, la France a une filière industrielle assez forte dans le solaire thermique, puisque la France exporte des capteurs solaires thermiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas du solaire photovoltaïque. Donc clairement, le solaire thermique a des atouts et doit se développer. Il y a cette méconnaissance, je pense, qui est liée au fait aussi qu'on pense beaucoup à l'électricité quand on parle d'énergie, alors qu'il faudrait penser avant tout chaleur. Par exemple, dans une maison, 60% de l'énergie qui est consommée, c'est pour le chauffage, et 20-25%, c'est pour l'eau chaude sanitaire. Donc on voit que plus de 80% de la consommation d'une maison ou d'un logement, c'est sous forme de chaleur. Est-ce que ce sont forcément les pays du sud de l'Europe qui sont les plus avancés? On se dit sud de l'Europe, soleil, donc chaleur solaire, ou alors je suis à côté de la plaque? Alors, les pays du sud de l'Europe sont relativement bien développés, et notamment si vous voyagez là-bas, vous voyez souvent des panneaux solaires thermiques sur le toit des maisons. Mais il y a également le nord de l'Europe, et j'aimerais parler en particulier du Danemark, qui est clairement en avance sur je pense par rapport à tous les pays européens. Dans ces pays-là, près de 60% de la population est connectée à un réseau de chaleur. Alors qu'en France, il y a uniquement 5% de la population. Donc il y a 10 fois plus de réseaux de chaleur. Et en fait, les réseaux de chaleur permettent de décarboner massivement. Parce qu'une fois qu'on a un réseau qui alimente toute une ville,
on peut faire des moyens centralisés de production renouvelables. Et en l'occurrence, le Danemark est le pays des grandes centrales solaires thermiques. Il y en a plus d'1 gigawatt, donc c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire, de centrales solaires thermiques diffusées un peu partout dans le pays qui viennent chauffer les bâtiments et les logements danois. Et donc oui, effectivement, le Danemark, on pourrait penser que ce n'est pas la première nation du solaire, et pourtant, en solaire thermique, c'est clairement eux les leaders en Europe. Dernier mot sur le levier de développement du solaire thermique en France. Ça dépend des pouvoirs publics, des régions, vous diriez quoi? Alors je pense que ça dépend. Évidemment, les pouvoirs publics nous soutiennent déjà, il faut le dire, ils nous soutiennent. Ils pourraient nous soutenir plus, mais j'ai envie de dire que ça, c'est un peu perpétuel. Au-delà de ça, je pense que c'est clairement au niveau des décideurs, que ce soit public ou privé. Mais on voit les choses qui évoluent depuis un an notamment, et le contexte de crise qu'on traverse. Donc que ce soit les élus locaux, donc pour développer des réseaux de chaleur urbains, pour décarboner leur ville. Et clairement, c'est l'outil numéro 1 pour diminuer les émissions de CO2 d'une ville. Et pareil, au niveau des sites industriels, la solution qu'on leur propose, qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on investit nous-mêmes dans ces centrales et on leur vend l'énergie sur des durées de 20 à 30 ans, mais ça nécessite justement cette vision sur 20 à 30 ans. Et cette vision-là, cette nécessité de voir à long terme, elle n'est pas évidente pour des groupes industriels, et ça commence à arriver depuis quelques années. Donc voilà, je pense que clairement l'espoir est tout à fait possible, des solutions existent et se développent. Donc, et une filière en France aussi se développe petit à petit. Donc voilà. Merci Hugues de Fréville et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Et si on transformait nos balcons en potager composteur? Je vous présente tout de suite les invités de ce débat dans Smart Impact. Pascal Charmeau, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le maire de Tassin-la-Demi-Lune. À vos côtés, Charles Lambert, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Cercle avec 2 E. Vous l'avez créé avec Marie de Conilloux et vous nous présenterez Cercle dans un instant. Tassin-la-Demi-Lune, on est dans le Rhône, évidemment, tout près de Lyon. Combien d'habitants? Présentez-nous un peu votre ville. Merci d'abord de nous accueillir pour cette invitation qui nous permet de mettre l'accent et de mettre en lumière l'initiative de la ville de Tassin-la-Demi-Lune et de la start-up Circle. Tassin-la-Demi-Lune, c'est une ville de 24 000 habitants de l'ouest de l'agglomération de Lyon, adossée à la ville de Lyon. Il y a beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup d'espaces verts. Nous avons à peu près 3 hectares d'espaces verts municipaux, plus des jardins. Nous avons une entité très nature, tout en étant urbain. Ouais. Voilà. Alors nous avons en particulier une ville qui a aussi un centre urbain très dense et minéral. Alors, nous avons voulu justement changer les choses et faire en sorte, et c'est une première, c'est la première commune de France qui met en place une solution de verdissement de la ville qui associe le parc privé de logement. Ouais, ça représente 88% de notre centre urbain et il nous a paru essentiel d'associer les habitants et d'aller au plus près chez eux pour les impliquer dans le verdissement de la ville. Et donc on va expliquer comment ça marche, parce que c'est grâce à Cercle ou Circle, vous prononcez comment? Circle, bon, allez, Circle, que vous menez ce projet. Donc déjà, présentez-nous l'entreprise, elle est basée tout près, à Écully, c'est ça? Donc oui, on est dans la même région. Lyon, ouais, tout à fait. Et donc vous créez quoi? Des composteurs, c'est ça? Exactement. C'est quoi votre business? Donc, Circle, en fait, c'est une start-up que j'ai cofondée avec Marie de Conilloux en 2021. Et l'idée, c'est en tout cas la mission, c'est de remettre les citadins acteurs au cœur de la végétalisation des villes. Parce qu'on a fait un constat, en fait, dès le démarrage du projet, c'est que finalement, quand on lève les yeux au ciel, les balcons en ville ou les terrasses sont très peu végétalisés. Et qu'il y a aussi un deuxième constat, c'est que les biodéchets, donc les épluchures, les cartons, composent à peu près 30% du volume de nos poubelles et ils sont encore très peu valorisés. Ils sont soit incinérés, ça génère du CO2, soit enfouis, ça génère du méthane, alors qu'ils sont gorgés d'eau et de nutriments, qui sont tout ce que demande une plante pour grandir. Et donc on est parti de ce défi-là, et on a créé un concept qui s'appelle la lombriponie, qui consiste en fait à associer du lombricompostage et de la culture de plantes dans un même contenant. Donc c'est nos fameux potagers composteurs. Et l'idée, c'est d'aller les installer directement chez les particuliers en pleine ville, pour qu'ils puissent à la fois recycler leurs déchets et végétaliser leur espace. On peut cultiver quoi?
On Des peut fruits, des cultiver légumes, pas mal de choses. des herbes. Voilà, herbes aromatiques, potagères. Moi, j'ai une formation d'agronome, donc je suis plus branché potagère et aromatique. Mais après, on peut mettre pas mal de choses. Justement, nous, on fait beaucoup de tests en recherche et développement avec une équipe d'agronomes pour voir ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas dans notre système. Et pour conseiller au mieux, finalement, nos utilisateurs derrière. Alors, il y a combien de balcons déjà équipés et comment ce dispositif va grandir, Pascal Charmeau? Alors, en effet, nous avons aujourd'hui initié une démarche sur 3 années. Au total, ce seront 300 foyers. C'est un test à grande échelle d'un dispositif innovant, le potager composteur de balcon, une solution très concrète qui va permettre d'aller là où c'est plus difficile de mobiliser donc des espaces pour le verdissement. 300 foyers tassi-lunois, 100 cette année, et puis encore 100 pour les 2 années prochaines. Et nous allons ainsi pouvoir, ça a été rappelé à l'instant, permettre la culture de 18 000 plants au travers des foyers tassi-lunois qui sont tests de cette opération. Ce sont des volontaires, j'imagine? Alors, des volontaires, il y en a une centaine aujourd'hui qui ont été choisis, tirés au sort, car nous avions plus de 500 candidatures. Ça ne m'étonne pas. Sur un site en ligne où nous avons permis aux tassi-lunois de candidater. Et les 100 premiers donc, vont pouvoir, et ont déjà reçu leur potager composteur et ont bénéficié aussi d'une matinée d'informations, de conseils et seront accompagnés aussi tout au long par une ligne dédiée. Ouais. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre? Vous avez évoqué ces biodéchets, la législation, on le sait, elle change à partir du 1er janvier. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre à ce défi pour les communes de recyclage maintenant de nos biodéchets? Alors oui, vous avez raison, effectivement, parce que aujourd'hui, sur la question de la végétalisation des centres-villes, les collectivités concentrent surtout leur action sur l'espace public. Tassin-les-Mines le fait aussi au travers d'un plan nature en ville ambitieux, des carrés potagers dans les écoles, un arbre pour chaque enfant qui rentre en classe de maternelle, des plantations dans les espaces publics. Mais il y a une dimension importante qui est mal appréhendée, c'est celle de l'espace privé, les balcons, les cours intérieures de copropriété. Et c'est exactement l'innovation ici. Oui. C'est de permettre avec ce potager composteur de balcon de tester une expérimentation, un outil qui permet de valoriser d'abord les déchets, bien sûr, mais surtout d'agir sur le retour de la biodiversité dans des espaces qui sont peu exploités en vérité. Mais je repose la question sur la gestion globale des biodéchets dans la ville, parce qu'il va falloir proposer des solutions à tous les habitants de Tassin-la-Demi-Lune. Même ceux qui n'ont pas de potager composteur. Donc, oui, tout à fait. Alors, notre cible, c'est la zone dense de la ville, qui est plus difficile d'accès, où l'action publique sur les espaces publics est plus difficile. Il y a d'autres endroits où c'est plus facile. Bien sûr, il n'y a pas que cette action. Il y a la valorisation ou la mise en avant de projets qui se développent de plus en plus, soutenus par les collectivités. Et la ville de Tassin le fait, de composteurs, par exemple, dans les copropriétés. Mais là, il faut le faire en commun. Ce n'est pas chaque personne qui le fait sur son espace privé de balcon ou de terrasse. Et puis, d'autres manières de développer le compostage. Ici, c'est vraiment au plus près et dans des endroits où on peut le faire en associant la population directement. Charles Lambert, est-ce qu'il faut se former un peu? On ne s'improvise pas comme ça, composteur en quelque sorte? Oui, il faut se former, il faut s'informer. Nous, on est là pour ça aussi. On a essayé de développer une gamme de produits qui soit simple d'usage. Mais derrière, on assure un suivi technique, on va dire, à SAV, voilà, avec des questions clients auxquelles on répond rapidement. Ça nous sert aussi pour comprendre les freins qu'ils rencontrent. C'est tout l'objet, en fait, nous, derrière du partenariat qu'on a noué avec Tassin. C'est de comprendre quels sont les freins à la végétalisation en ville. Par exemple, si j'habite à une adresse, que je sois au dernier étage plein sud ou au premier étage rez-de-chaussée plein nord, je ne vais pas du tout avoir les mêmes conditions environnementales, donc je ne vais pas être confronté aux mêmes problèmes. Et donc, il faut que nous, on puisse comprendre ces problèmes-là pour adapter notre offre et avoir vraiment une offre sur mesure. Donc oui, il faut se former.
Mais il faut aussi que nous, on puisse comprendre quelles sont les conditions particulières dans lesquelles évoluent nos usagers pour pouvoir les conseiller au mieux. Ouais, si on prend une famille, un couple avec 2 enfants, elle produit quand même pas mal de biodéchets. Ouais. Ils ne vont pas tous pouvoir aller dans votre dispositif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est un dispositif qui est complètement encapsulable, c'est-à-dire qu'on peut partir d'une base qui va convenir à 1-2 personnes et puis créer un totem en fait qui va pouvoir convenir à 3-4 on peut le faire grandir. On peut le faire grandir et évoluer dans le temps. Ça, c'était vraiment un de nos principaux points du cahier des charges produits au début. Et donc, par exemple, le potager composteur qu'on a installé pour les foyers test à Tassin, il permet de recycler 60 à 80 kilos de biodéchets chaque année, ce qui correspond à la production de 3 personnes à peu près. Ouais. Sachant que c'est du lombricompostage, c'est un peu différent du compostage. On ne va pas pouvoir mettre tout ce qui est produits laitiers, viande, toutes les matières animales. Donc lombricompostage, c'est avec des vers, c'est ça? Exactement, c'est des vers et des micro-organismes qui effectuent le travail de transformation de la matière. Voilà. C'est quoi, Pascal Charmeau, pour vous, pour une ville, les avantages d'une collaboration avec une start-up? Alors c'est une start-up locale, on l'a bien compris, hein, donc ça c'est une dimension peut-être importante, mais sinon quels sont les avantages pour vous? Alors, les avantages, c'est pour ce projet, encore une fois, d'impliquer, et ça a été le choix, d'associer la population, les habitants, à une démarche éco-responsable, pédagogique et collaborative. C'est de faire en sorte qu'ensemble, nous participions à l'amélioration du verdissement de la ville. Puis, c'est de soutenir une initiative, car le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'être acteur d'un projet et d'une action, d'un projet d'entreprise. Et l'agilité d'une start-up et de l'offre d'une start-up va très bien avec l'engagement de la puissance publique à ses côtés pour développer un projet comme celui-ci. Donc tout le monde est gagnant. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon vent à Circle, et on va suivre évidemment le développement de ce programme à Tassin la demi-lune. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Est-ce que vous savez, tiens, ce que votre épargne finance? Peut-être pas. Smart Ideas et la bonne idée du jour, elle est signée Joseph Chouefati. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Goodvest, créé en 2020, fin 2020, c'est ça? Exactement. Avec Antoine Beneteau. C'est quoi Goodvest? Alors Goodvest, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que finance notre épargne et elle ne finance pas forcément les projets et entreprises qu'on aimerait. Donc avec Goodvest, on redonne le pouvoir aux épargnants de choisir quel type d'entreprise ils vont financer en respectant l'accord de Paris et en ayant une transparence complète sur son impact environnemental qu'on a à travers notre épargne. En fait. Parce que c'est une sorte de boîte noire, en fait. Quand on épargne, on ne sait pas du tout où ça va. Exactement. Ça, c'est un constat que font de plus en plus les clients, les consommateurs, les citoyens, parce que c'est aussi une démarche citoyenne. Oui, effectivement. Aujourd'hui, l'industrie financière reste quand même assez opaque et n'a pas forcément pris la mesure du changement climatique quand on voit certains financements. Il y a une prise de conscience de l'impact de notre épargne. Les premiers gestes qu'on va faire, ça va être chercher à réduire l'impact de ses transports, de son alimentation. Mais en fait, il y a aussi un geste qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut absolument avoir en tête, c'est l'impact de son épargne. C'est un levier très important. Exactement. Notre argent, en fait, il ne dort pas dans un coffre. Il finance l'économie. Et aujourd'hui, l'économie, elle est carbonée. Et si on veut la changer et faire qu'elle aille vers la transition écologique, il faut financer des éco-activités. Il faut mettre fin au financement des énergies fossiles notamment. Alors comment ça marche, Goodvest? Vous proposez des différents secteurs ou différents thèmes d'investissement, c'est ça? Exactement, en fait, un Goodvest, donc on est une fintech, donc c'est accessible en ligne assez facilement, et on permet aux épargnants, en faisant une simulation, de leur construire un portefeuille d'épargne sur mesure qui va répondre à la fois à leurs objectifs financiers, donc à quel horizon de temps voulez-vous investir, quelle est votre aversion au risque, et de choisir les thématiques dans lesquelles vous souhaitez investir, avec une thématique présente par défaut, bien sûr, qui est la transition écologique, et la possibilité aussi de choisir d'autres thématiques comme les forêts, l'accès à l'eau, ou également l'emploi et la solidarité, par exemple. Oui, santé, pays émergents, innovation technologique et solutions climatiques, ça c'est une offre qui existe, je crois, depuis le mois de février. C'est une nouvelle offre. De quoi il s'agit quand vous dites solutions climatiques? On a lancé un thème qui va très précisément cibler les acteurs qui sont le plus engagés et qui proposent vraiment des solutions
au dérèglement climatique. Ouais. Donc ça va être par exemple le ferroviaire, ça va être les énergies renouvelables, ça va être l'isolation des bâtiments, la préservation du capital terrestre. Donc là, on va cibler des entreprises très précises. Donc forcément, c'est un thème qui est peu diversifié, donc qui est accessible qu'aux profils qui veulent prendre un peu de risque sur le long terme. Mais c'est un thème qui est très intéressant pour avoir de l'impact. Comment vous les sélectionnez? Comment vous les validez? Est-ce que, enfin, il y a une forme de démarche scientifique parce que vous parlez des accords de Paris, il y a évidemment tous les travaux menés par le GIEC depuis des années. Donc comment vous vous inscrivez dans cette démarche-là? Alors effectivement, le problème qu'on a dans la finance, c'est qu'aujourd'hui on est un peu perdu. Il y a beaucoup de greenwashing, on s'arrête trop souvent aux labels qui vont pas suffisamment loin. Je rappelle que juste le label ISR, le principal label en France, il y a 80% des fonds labellisés ISR qui investissent encore dans les énergies fossiles. Donc c'est problématique, c'est pour ça qu'on a choisi de créer une méthodologie qui est à la fois scientifique et transparente. On se base notamment sur un partenariat qu'on a noué avec Carbon 4 Finance, qui nous permet d'analyser en fait l'empreinte carbone de tous les sous-jacents sur les émissions directes et indirectes. Et c'est ce qui nous permet de proposer des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris. On a aussi une stratégie d'exclusion stricte des secteurs néfastes, comme par exemple les énergies fossiles. Et chez Goodvest, donc, vous avez la certitude qu'il n'y a aucun euro, aucun centime de votre épargne qui va financer les énergies fossiles. Ouais. Est-ce que c'est aussi rentable que l'épargne classique? On doit vous la poser souvent, cette question-là. C'est une question, effectivement, qu'on nous pose souvent. Ouais. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. En fait, l'économie, elle est en train de changer. Et donc, elle va prendre le train de toute façon parce qu'elle ne va pas avoir le choix. Donc, le mieux, c'est que votre épargne anticipe ce mouvement pour pouvoir transitionner également. Et donc, oui, sur le long terme, on crée de la performance en investissant dans les leaders de demain. C'est très important aujourd'hui de ne plus investir dans des industries qui vont disparaître, comme par exemple le charbon. Sur le long terme, on va devoir s'en passer. De toute façon, il n'y en aura bientôt plus. Donc, on dit ça depuis longtemps. Mais en tout cas, c'est important d'anticiper ces changements avec son épargne. Vous étiez venu au tout début de la création de Goodvest. Aujourd'hui, c'est quoi? Plus de 20 salariés, c'est ça? Aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs, effectivement. Avec quelle perspective pour les 5 prochaines années? On va doubler de taille pratiquement dans les 12 mois à venir. Aujourd'hui, on fait le meilleur démarrage pour une solution d'épargne en ligne, avec 30 millions d'euros collectés en un peu plus d'1 an, plus de 3000 clients. Et donc, l'objectif, c'est de démocratiser l'investissement responsable, un investissement qui est vraiment responsable, donc avec de la transparence, et pour toutes et tous. Merci beaucoup Joseph Chouefati et bon vent à Goodvest. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production de cette émission, assistée aujourd'hui de Marie Billa. À la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!